Salut, moi c'est Florence et je suis chef éditorial pour 495, un média d'Urbania. Pour bien partir l'année, je vous propose de faire de l'ordre dans vos finances. Puis je pense que s'il y a bien une affaire qu'on aurait voulu savoir au début de l'année 2023, c'est comment mieux gérer son argent quand les temps sont durs. Puis c'est pour ça que cette semaine, j'ai invité Nicolas Bérubé, journaliste et chroniqueur spécialisé en finances perso à la presse, pour jaser de ce qui attend nos portefeuilles cette année en 2024, puis comment y faire face. Salut Nicolas! Salut. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, nous parler un petit peu de toi, de ce qui t'intéresse en finances perso? Ouais, ben, je suis journaliste à la presse. Je suis auteur de la rubrique L'argent et le bonheur qui est publiée chaque dimanche dans la presse. Puis j'ai écrit 2 livres sur l'argent. Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez, puis De zéro à millionnaire. Donc, c'est 2 livres, en fait, un qui parle un peu plus de l'épargne, puis un qui parle un peu plus de l'investissement à la bourse. Tu sais, c'est quoi les, entre guillemets, bonnes pratiques à la bourse, parce que c'est un sujet qui fait souvent peur. On a l'impression que c'est comme un gros casino. Puis, Ouais. donc, ça démystifie un peu tous ces aspects-là. Puis moi, ben, en fait, je me suis intéressé à ça. En fait, c'est un peu égoïste, là. C'est parce que moi, j'arrivais un peu, il y a plusieurs années, j'arrivais au début de ma trentaine, puis là, je me disais, OK, là, c'est pas vrai que je vais dépenser mon salaire au restaurant toute ma vie, puis des choses comme ça. Tu sais, c'est quoi, entre guillemets, la bonne chose qu'il faut faire quand on peut se dégager, tu sais, un peu d'argent à la fin du mois? Puis c'est ça un peu qui m'a envoyé sur tout cet aspect-là, cette Ouais. quête-là. Puis je trouvais des réponses, puis autour de moi, les gens ne les connaissaient pas, ces réponses-là. Donc, Ouais. c'est vraiment ça qui m'a un peu motivé là-dedans. Puis ton livre qui parle que les millionnaires ne sont pas ceux qu'on pense, c'est un sujet qui est quand même, je pense, qui est très important. Une notion qui est vraiment importante à comprendre aussi, je pense, quand on est jeune, puis particulièrement dans le contexte économique actuel. Euh, J'ai l'impression que toutes les personnes qui ne savaient pas ce que le mot inflation voulait dire au début de l'année 2023, maintenant, l'ont compris parce qu'on en a beaucoup parlé. Puis surtout, ben, on l'a vraiment senti dans notre portefeuille cette année. Puis là, ce que les prévisions ont l'air de dire, c'est que 2024, ben, ça va pas être pire, mais ça va pas être mieux. Comment, toi, t'envisages 2024? Bien, c'est sûr qu'on sort d'une période un peu bizarre avec la pandémie, puis enfin, tout ce qui suit après, puis les politiques monétaires et tout ça. Moi, quand je regarde ça, globalement, quand on regarde le taux de chômage au Québec, on est pas mal on est à peu près à 5 donc c'est un des meilleurs taux tu sais, depuis vraiment très longtemps. Donc ça, je pense que ça vaut la peine d'être souligné parce que on ne prend pas souvent conscience de ça. C'est-à-dire, oui, les gens travaillent et tout, puis c'est pas bon, on n'a pas tout le salaire qu'on veut, on n'a pas toutes les conditions qu'on veut, mais globalement, ça a déjà été pas mal pire. Ouais. Les prix ont monté, comme tu as dit, puis ils vont pas descendre. C'est pas parce que l'inflation diminue que les prix diminuent. Donc, c'est juste la hausse qui est moins rapide, dans le Ouais. fond. Donc, le pain à 5 piastres, il va pas descendre à 3 piastres. Là. Ça, c'est comme il va rester à 5, puis il va monter encore un peu. Euh, mais globalement, je pense que la notion tu sais, que moi j'aime partager, surtout avec les gens tu sais, dans la vingtaine ou quoi que ce soit, c'est que le moment pour s'enrichir, entre guillemets, au sens large, tu sais, avoir des économies, avoir des épargnes, puis avoir un coussin et tout, c'est vraiment l'âge que tu as. Donc, si tu as 25 ans, c'est à 25 ans. Si tu as 17 ans, c'est à 17 ans. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans. C'est pas « quand j'aurai un meilleur salaire ». Donc, cette notion-là de dire « dans 5 ans, je vais être plus payé, donc à ce moment-là, je commencerai à épargner », c'est vraiment un piège parce que Ouais. oui, dans 5 ans, tu vas être mieux payé, mais tu vas avoir plus de dépenses, peut-être des enfants, peut-être un paquet d'affaires. Donc, il n'y a jamais de bon temps, dans le fond. Ouais. C'est ça. Donc, c'est ça que je... Fait qu'on peut pas être trop jeune pour épargner puis pour placer non plus. Exact, c'est ça. Donc, tu sais, dès que tu as 18 ans, tu peux placer de l'argent. Puis les gens aussi, moi, j'aime pas beaucoup parler de la retraite parce que c'est tellement abstrait, tu sais. Ouais. Tu sais, même moi, je suis dans ma quarantaine, puis tu sais, la retraite, c'est encore abstrait, puis ça l'est plus encore quand tu es dans la vingtaine. Mais j'aime mieux parler d'enrichissement puis de liberté, dans le Ouais. sens que la personne, tu sais, au début de la vingtaine, qui dépense toute sa paye, bien, elle va être aussi stressée à 35 puis à 40 ans, puis tu sais, toute sa vie, elle va être stressée avec l'argent. Mais la personne à 20 ans qui commence à mettre un peu d'argent de côté puis qui investit, mais cette personne-là, elle a une liberté incroyable parce que plus tard, s'il arrive une bad luck ou C'est ça. s'il arrive un... Tu sais, quelqu'un... tes amis partent en voyage, tu veux y aller toi aussi, mais tu t'endettes pas pour le faire, tu sais. Donc, tu te dégages une espèce
Donc, vraiment, tu as un coussin, tu as une liberté. Si jamais il y a une récession, si jamais tu perds ton emploi. C'est de la flexibilité. De la flexibilité. Puis, tu sais, moi, j'ai interviewé des gens pour mon livre. Il y en a qui travaillent en théâtre, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... on a souvent cette notion-là. Ah, l'argent, c'est les gens qui étudient au HEC, ça me concerne pas. Tu sais, puis moi, j'ai jamais mis pied au HEC de ma vie, mais j'avais toujours cette espèce d'idée-là. Comment ça fonctionne? C'est quoi les bonnes pratiques? Tu sais, donc, je voulais comme avoir la liberté, dans le fond. C'est ça qui m'intéressait. C'est pas d'acheter des bagnoles, c'est pas d'acheter une grosse cabane. Les apparences sont tellement trompeuses, là. Moi, justement, je sors du monde corpo. Il y a quelques années, j'étais consultante, puis on a fait... Moi puis mes amis dans ce milieu-là, on a tous fait des gros salaires super jeunes. Puis j'ai vu beaucoup de mes amis augmenter leur niveau de vie super rapidement parce que c'était excitant, là. Puis encore plus quand tu viens peut-être pas d'un milieu où t'avais ces moyens-là en grandissant. Fait que là, c'est comme soudainement, il faut en profiter. Faut que ça vaille la peine, tu sais. Mais tu vois, moi, j'ai été quand même conservatrice avec mon argent. J'ai placé beaucoup puis j'ai épargné. Puis j'ai été capable de faire une transition professionnelle il y a 2 ans, plus vers le monde du journalisme. Puis je suis certaine que j'aurais absolument pas été capable de le faire si c'était pas de ces habitudes-là que j'avais bâti avec le temps. Fait que c'est ça, c'est beaucoup de liberté. Exact. Puis le stress, on parle toujours du stress. On parle toujours, tu sais, les gens sont stressés avec leurs finances. C'est fou. Puis pas juste les jeunes, les gens de tous les âges. Donc tu sais, comme tu as fait, bien, il y a probablement des gens à l'époque qui ils te regardent comme une extraterrestre. Genre, comment elle peut se permettre ça? Comment elle peut faire ça? Mais c'est juste en planifiant un peu, tu sais, puis en ayant justement les bons réflexes. Puis j'aime dire, en fait, tu sais, ton nouveau salaire, tu sais, justement, le moment de la vingtaine dont tu parles, tu sais, après les études, puis tu commences à travailler, mettons, au premier échelon. Souvent, c'est le moment où que les gens vont, comme tu dis, augmenter leur train de vie. C'est naturel. Finalement, tu as un vrai chèque de paye qui a de l'allure. Finalement, c'est comme, hey, moi, là, les 3 colocs, là, je suis tanné, là, je vais aller, mettons, dans un condo, quoi que ce soit. Hey. Mais là, ton, entre guillemets, nouveau pouvoir de ton salaire, tu le donnes aux autres. Tu le donnes au restaurant, tu le donnes au bar, tu le donnes aux concessionnaires, tu le donnes à Apple, tu le donnes à tout le monde, puis tu es aussi serré à la fin du mois. Donc, si la personne comprend ça puis est capable de dire, mettons, moi, je me déplace en vélo, je continue de me déplacer en vélo, j'aime ça, si je trouve ça pratique, je prends l'air et tout. Bon, si tu es capable de faire ça, puis ton salaire augmente, puis tu continues à faire ça, tu es vraiment là dans un... C'est de l'art, ça. C'est vraiment... Puis je pèse mes mots, là. C'est la richesse, là, elle est là. Elle est la personne qui est capable de dire, regarde, moi, mettons, j'ai des colocs, ça se passe bien aux études, puis là, je travaille. Mais, tu sais, ce qui se passait bien le vendredi aux études, il va bien se passer le lundi au travail. Je veux dire, t'as pas changé, là, t'es la même personne. Donc, souvent, on le réalise pas, puis on fait un peu comme tout le monde. Puis, tu sais, tu t'en vas en condo, puis là, ben traîner des vieux meubles dans un nouveau condo, ça a l'air fou. Fait que là, tu vas t'acheter des nouveaux meubles. Puis là, les gens ont du goût, donc ils vont s'acheter des beaux meubles. Puis là, finalement, tu renonces un peu à t'enrichir, un peu, sans vraiment y penser. Mais la personne qui est capable de faire ça, elle peut arriver ensuite 5, 10 ans, 15 ans plus tard. Puis tu es dans un autre monde. Là. Je veux dire, toi, une perte d'emploi, ça te fait bien moins peur que la plupart des gens. Un imprévu, ça te fait bien moins peur. Si tu veux, disons, si tu as des enfants, tu veux comme prendre moins de contrats ou travailler à temps partiel, tu peux faire ça. Tu deviens un peu un extraterrestre dans un monde stressé, là, parce que tu as juste fait des choix un petit peu différents. Puis c'est pas de s'empêcher de vivre. Je veux dire, c'est pas ça là, du tout. Tu sais, moi, je me déplace en vélo, puis c'est pas parce que je m'empêche de vivre. Je veux dire, tu me donnerais une auto demain matin, je la prendrais pas. J'aime me déplacer en vélo. Donc, c'est vraiment... il faut le voir comme, tu sais, trouver une vie qui est vraiment le fun. Puis moi, là, ce que j'ai constaté, c'est que l'effet secondaire d'une vie comme ça, c'est que tu épargnes de l'argent de ton salaire, tu sais. C'est un petit peu ça l'idée. Ben oui, c'est clair. Puis t'en parlais dans une de tes chroniques récemment qu'il y a des études qui ont montré justement que les gens qui grimpent dans les échelons salariaux, finalement, en veulent tout le temps plus, puis qu'il n'y a pas vraiment de fin à ça. T'auras jamais l'impression que tu as assez d'argent ou que tu as trop d'argent, en fait. Exact. C'est l'étude qui disait qu'ils ont demandé aux gens combien ça te prendrait d'augmentation de salaire pour vraiment te sentir bien avec tes finances puis voir un niveau de stress plus bas. C'est ça. Puis les gens disaient toujours entre 30 et 50 %. Mais les gens qui gagnent 50 000 disaient entre 30 et 50 %. Les gens qui gagnent 100 000 disaient la même chose. Même les gens qui gagnent 250 000 disaient la même chose. Puis d'où ça vient? Mais c'est parce que notre référence, c'est les gens autour de nous.
Donc, toi, si tu gagnes 250 000, puis tes amis sur ta rue, tes voisins, ils en gagnent 400, mais tu es toujours un petit peu en arrière, tu sais. Ouais. Donc, puis même chose si tu en gagnes 50, puis tous tes amis en gagnent 100, tu sais. Donc, c'est vraiment un sentiment qui est universel. Puis même, je dirais même que dans les millions, c'est la même chose. Toi, si c'est un petit bateau, puis tout le monde a des gros bateaux, mais tu te sens toujours un peu en arrière, tu sais. Fait il faut juste reconnaître qu'il n'y a pas de fin à ça. Puis que le bonheur ne suit pas la même courbe que, tu sais, une fois que tes besoins de base sont comblés, tu sais, que tu peux, que tu te nourris, tu vois tes amis, tu as du temps pour toi, ça, tu sais, t'as pas mal, tu sais, t'as pas mal gagné la game, là. Tu sais, moi, Ben, c'est ça. ça, faut le comprendre. Et puis les gens qui augmentent toujours leur train de vie, souvent, il y a du stress qui vient avec ça, souvent... Puis c'est dur de revenir en arrière aussi, là, quand tu t'es habitué, mettons, à avoir une auto. oui. Moi, c'est un choix que j'ai un petit peu regretté d'avoir fait pour vrai. Là. J'avais vraiment pas anticipé à quel point il allait avoir des coûts qui allaient être associés à ça. Puis je viens du bas du fleuve. Fait que pour moi, avoir une auto, là, c'est la base. Là, pour vrai, t'as besoin d'une auto pour faire tout, en fait. Fait que, mais à Montréal, avoir une auto, hey, c'est une autre game. Les changements d'huile, les pneus, tu sais, on dirait que tu t'anticipes vraiment pas ça quand tu fais ce genre de move-là. Puis là, non seulement je suis en train de calculer tout l'argent que j'ai investi par année, mais je me dis, hey, si j'étais capable de placer cet argent-là puis de le faire fructifier, ça représenterait sûrement genre, je sais pas, au moins genre plusieurs centaines de milliers de dollars à ma retraite. Quelque chose de même, je me dis. Ah oui, oui. L'auto, c'est le transport, le logement, la nourriture, c'est les trois gros postes de dépenses. Puis oui, l'auto, tu sais, je suis conscient qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement, comme tu dis, en région ou quoi que ce soit. Mais si vous êtes capable d'habiter près de votre travail ou de prendre le transport en commun ou de marcher, tu sais, juste moi, ma famille, on dépense environ 3 000 d'auto par année, surtout avec Communauto. Puis la famille moyenne au Québec, je pense que c'est plus 10-11 000. Ouais, avoir une auto, oui. Donc, tu sais, il y a un 7-8 000 de différence, là. Mais ça, je mets ça dans mon CELI. Ben oui. OK, donc ça, je fais ça depuis 10 ans. Puis donc, je l'expliquais dans une chronique il n'y a pas si longtemps, moi, le Communauto, avec le gros logo, tu sais, c'est pas cool, entre guillemets, là, quand t'arrives, puis tout le monde a des super belles bagnoles, puis toi, t'arrives avec ta Communauto, tu sais, tu peux sentir ça, tu sais, ah, OK, moi, je suis où je devrais être, ça, je m'en fous complètement. Si t'es capable de passer outre ces choses-là, puis de réaliser que tout le monde s'en fout, ben c'est incroyable. C'est que j'ai interviewé aussi l'an dernier l'autrice Carmen Kong qui a écrit le livre sur Elle investit. Puis elle m'expliquait qu'elle, pendant des années, elle était habillée avec des leggings noirs puis un chandail noir. Elle en avait une douzaine dans sa garde-robe. Puis elle a dit, j'avais aucun commentaire de personne. Ouais. Mais toi, tu as fait le test à la presse aussi de t'habiller tout le temps pareil, non? Je suis encore comme ça. Chaque jour. Ah ouais. Jeans, pour les gens, là, on est à l'audio, jeans noirs et chandail foncé aussi. Chandail, je vais chez une grande boutique du centre-ville. Une fois tous les 3-4 ans, j'achète une pile de 10-12 t-shirts gris à 8-9 $. Puis c'est mon, entre guillemets, uniforme. Puis ça a commencé il y a quelques années quand j'avais lu que Mark Zuckerberg... il revenait de congé il avait fait un post sur Instagram, il avait dit « Je reviens de congé de paternité. Il dit « Comment je devrais m'habiller? » Puis là, il a mis une photo de sa garde-robe, puis c'est juste des t-shirts gris, tu sais. Fait que là, c'était comme un peu une joke, mais moi, j'ai dit « Pourquoi le milliardaire, lui, il a le droit de mettre toujours les mêmes t-shirts, puis ça ne coûte rien? Puis moi, le salarié, je vais aller dépenser mon argent à gauche, à droite pour des chemises, puis des patentes. » Fait que là, ça m'a donné l'idée de rentrer au travail habillé pareil pendant un mois. Puis il y a une collègue fille aussi qui a fait la même chose. Puis au bout d'un mois, on est allé voir nos patrons, puis on a dit « Avez-vous remarqué qu'on était habillés pareil depuis un mois? » Puis ils ont dit non. Ils n'ont juste pas remarqué. On s'invente tellement des préoccupations, des problèmes, des fois, là, c'est tellement dans notre tête, ça. C'est ça. Donc, tu sais, pour moi, ça marche. Peut-être pour d'autres, ils vont trouver ça fou, ils vont pas vouloir le faire, mais moi, mon forfait cellulaire, avec les taxes, il me coûte 9,20 par mois, quelqu'un d'autre va dire « Ah non, c'est fou, je peux pas faire ça. » Fine, c'est pas ça la question. C'est juste, tu sais, si tu es capable d'aller chercher, tu sais, des petits gains, des petites victoires à gauche puis à droite, tu sais, ou ton budget resto, tu sais, si tu es capable d'aller au resto une fois par 2 semaines au lieu de tous les 2 jours, ou couper dans le Uber Eats ou des choses comme ça, tu sais, c'est là que tu vas aller chercher ta marge de manœuvre, puis c'est là que tu vas aller chercher un peu
ce que ça prend pour t'enrichir. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Puis c'est pas les médecins qui s'enrichissent, c'est pas les juges qui s'enrichissent. C'est vraiment, c'est un choix, en fait. Est-ce que tu choisis de dépenser tout ce que tu as maintenant ou tu choisis d'améliorer ta situation? Puis ça, c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai il y a 100 ans, c'était vrai il y a 500 ans. C'est pas des nouveaux principes, tu sais. C'est juste de le décider. Tu sais, moi, il y a une femme qui m'a écrit, elle est mère monoparentale, puis elle met de 3 enfants, puis elle met de côté 10 000 par année, puis elle ne gagne pas énormément d'argent. Puis elle dit c'est un choix, tu sais. Moi, je suis toujours surpris parce que, tu sais, j'ai de la misère à dire quoi faire à des gens qui gagnent, tu sais, vraiment, qui sont très, très serrés, tu sais, puis je veux pas avoir l'air, tu sais, insensible ou tu sais, arriver puis dire pourquoi t'as acheté ça, c'est bien trop cher. C'est pas ça, mais quand les gens en situation de précarité me disent non, moi, j'y parviens, je le fais. Là, je suis surpris à chaque fois, puis je me dis, wow, ben c'est ça. C'est vraiment... on fait des choix, dans le fond, des fois, sans y penser, parce que tout le monde le fait, puis... Mais là, j'ai l'impression qu'on est deux personnes quand même sages qui se parlons. Est-ce qu'il faut être plate pour être riche? Dans le sens où... sais-tu être plate de tout avoir ces habitudes-là qui nous permettent d'économiser puis de placer? Bien, je pense que ça peut être vu comme ça, puis c'est souvent vu comme ça, tu sais, parce que c'est notre cerveau, il y a ce réflexe-là de dire « Ah ben oui, c'est sûr que c'est plate », mais tu sais, moi, je pense que c'est plus une question de choix, puis il y a aussi la personne qui met un petit peu d'argent de côté à partir d'un jeune âge va en mettre moins de côté dans sa vie pour finir plus riche que la personne qui attend. OK, parce que tu rattraperas jamais les années que tu n'as pas épargnées. Donc ça, je pense que les gens ne comprennent pas le pouvoir des intérêts composés, c'est-à-dire que c'est pas juste mettre de l'argent dans un petit cochon puis dire « Ah, j'en ai plus que toi ». Non, c'est juste ton argent que tu mets, c'est comme une boule de neige que tu roules. Puis la boule de neige, à un moment donné, elle n'a même plus besoin de toi pour grossir. Ben oui, puis littéralement, tu sais, tu peux... des fois, moi, quand je me dis, ah, OK, l'argent que j'ai placé, bien évidemment, mon but, c'est de ne pas le toucher. En tout cas, pas pour tout de suite. Puis, ça me fait du bien de temps en temps de calculer combien je gagne en plus de mon salaire grâce à mes investissements. Puis, c'est pas négligeable. Mais c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu réalises, oh, wow, OK, cette année, j'ai fait, tu sais, la moitié de mon salaire en plus à cause de mes placements. Puis là, à un moment donné, tu fais, oh, j'ai fait la même chose que mon salaire avec mes placements. Puis plus tard, tu sais, quand on arrive plus près de la retraite, mais là, tes placements travaillent plus fort que toi. J'ai interviewé des gens comme Jean-Sébastien Pilote, peut-être que les gens connaissent, c'est le blog Le Jeune Retraité. Il a pris sa retraite à 39 ans, tu sais, avec sa blonde. Il allait voir son blog et il voyage à travers le monde et il est toujours parti. Il n'est pas plate, là. Il n'est pas plate une seconde, tu sais. Donc, comment il a fait ça? Bien, il a choisi un plus petit logement que ce qu'il aurait pu, parce que souvent, les gens vont vers le maximum qu'ils peuvent se permettre avec la banque. Donc, lui, il est allé vers un plus petit logement. Il a gardé une voiture un peu plus vieille qu'il n'utilise pas beaucoup. Il va dans les restaurants bon marché au lieu de se taper des super restos branchés. Donc, tu sais, là, les gens vont dire « c'est toutes des petites affaires ». Oui, mais les petites affaires, ça s'accumule. C'est tellement une question d'habitude, c'est ça l'affaire. C'est que si tu t'essayes, ben, tu sais, les plus petits gestes font quand même une différence, mais c'est l'accumulation de tous ces petits gestes-là, en fait, qui finit par faire une grosse différence. Exact. Puis, tu sais, les 20 $, puis c'est pas des coupons qu'on donne, tu sais, pour des cossins, tu sais, vous voyez ça comme vraiment, c'est comme vos employés, tu sais. Quand tu as 20 $ dans ton compte, puis tu le donnes à quelqu'un pour un café, puis un croissant, ou je sais pas quoi, bien, c'est comme tu lui donnes des employés qui ne travailleront plus jamais pour toi, tu sais. Donc, quand tu vois les choses comme ça, bien, tu peux faire des choix un petit peu différents. Puis oui, je veux dire, l'idée, c'est pas de vivre comme un moine puis manger du gruau, mais c'est juste de choisir tes batailles. Puis, tu sais, un souper au restaurant à 4 ou 5 versus un souper à la maison à 4 ou 5, tu sais, la facture, elle va être complètement différente. Tu sais, l'alcool et tout. Fait, t'as-tu eu moins de fun? Tu sais, non. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste de... Tu sais, dans 20 ans, quand tu vas penser à ça, tu vas dire « Ah, mes amis, c'était dans le fun, puis on se voyait, puis on riait, puis tout ça. » Tu penseras plus au restaurant, tu penseras plus aux petites bouchées à 17$ l'assiette que tu manges en 30 secondes. C'est pas ça que tu vas te rappeler. Tu vas te rappeler de tes amis, tu vas te rappeler du moment, de la liberté, de tout ça. Donc ça, tu sais, il faut pas passer à côté de ces choses-là, tu sais. Mais, tu sais, la personne qui s'achète plein de cossins sur Amazon, tu t'en souviendras plus. Ça va être dans le fond de ton tiroir, ces affaires-là, dans le temps de le dire, tu sais. Et puis
Puis finalement, en faisant des choix, comme on dit, un petit peu différents, mais les résultats sont complètement différents. Tu peux prendre une année sabbatique, tu peux voyager, tu peux faire un paquet de choses que, même si c'est pas prendre sa retraite jeune, les gens, peut-être, des fois, ils s'identifient moins à ça, mais même travailler, comme on disait, avec des revenus, des placements qui travaillent presque aussi fort que toi, bien, c'est un autre feeling. Si jamais ton boss devient fou, tu peux partir. Tu n'es pas attaché à ton emploi ou tu n'es pas attaché à la condition économique de cette année-là qui te dit « Ah, non, tu es stressé cette année. Là, nous, on a décidé que c'était stressant cette année. » Là, tu peux choisir de ne pas donner d'attention à ça. Donc, ça, c'est... Ben moi, cette notion-là de liberté m'intéresse quand même parce que récemment, je me suis entretenue avec quelqu'un dont la famille... En fait, sa mère a gagné à la loto plusieurs dizaines de millions de dollars. Puis en fait, lui, ça a comme eu l'effet contraire sur lui d'avoir beaucoup, beaucoup de richesse. En fait, ça a créé beaucoup de stress puis de travail. On s'entend, là, on est loin de dire qu'il est à plein, mais mon point, c'est plus que avoir autant de ressources puis de vivre la pression de faire fructifier ces ressources-là, pour lui, ça n'a pas été une source de liberté, en tout cas vraiment pas immédiate. Wow. Fait que j'imagine que ça dépend aussi de ton rapport à l'argent puis de la pression que tu te mets à continuer à faire fructifier cet argent-là. Mais eux, ça n'a pas été retraite précoce et on se pose sur la plage, là. Non, puis ça, je pense que, en tout cas, les livres que ce que j'ai lu là-dessus, c'était un peu comme si dans le fond, tu accumules de l'argent tranquillement, mais tu deviens familier avec ça. Puis tes montants vont augmenter, puis tu vas être à l'aise avec ça. Alors que si du jour au lendemain, tu as des dizaines de millions de dollars, mais je comprends que ça peut être hyper stressant. Là, je veux dire, c'est comme tout d'un coup. Mais par exemple, la bourse, ben, ça fait peur parce que ça fluctue beaucoup. Donc, une personne qui tout d'un coup met énormément d'argent dans la bourse, elle va capoter parce que du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre et tout. Mais quand tu commences tranquillement avec des petites sommes, ben, tu te familiarises. Moi, j'ai ouvert un compte pour mon garçon qui a 10 ans. Mais le compte est à mon nom parce que tu ne peux pas avoir un compte avant 18 ans. Mais je lui montre, la fluctuation. Je dis, regarde, l'argent peut nous acheter des beaux objets, mais l'argent peut faire de l'argent aussi. Donc là, lui, il a compris ça. Puis moi, c'est juste ça que je veux qu'il comprenne. Je veux pas l'enligner vers quoi que ce soit, mais juste qu'ils comprennent que l'argent a un pouvoir de nous donner de l'argent. Puis ça, moi, ça m'a vraiment pris du temps avant que je comprenne ça. Donc, plus on le comprend jeune, mieux c'est. C'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Exact, c'est avec l'argent qu'on fait de l'argent. Puis avec l'argent que l'argent fait, cet argent-là aussi fait de l'argent. Donc, c'est ça le phénomène. C'est comme quand tu regardes un miroir avec dans une salle d'essayage, puis là, tu vois ça part là, de... la réfraction là, jusqu'à l'infini, bien, c'est un peu ça aussi, les placements. C'est que l'argent va continuer de te payer sur le très long terme. Moi, j'ai de l'argent qui travaille pour moi, que j'ai gagné il y a 20 ans, qui travaille pendant qu'on se parle ici. Donc ça, si les gens peuvent le comprendre puis le mettre en place, je pense que... En tout cas, je connais personne qui a regretté avoir fait ces gestes-là, tu sais. Mais des gens qui ne l'ont pas fait, qui ont regretté, j'en connais pas mal, tu sais. Ouais. Dans le fond, investir, c'est surtout une question de comportement. Beaucoup plus qu'une question technique de c'est quoi le fonds que j'achète, tout ça. Tu peux avoir le meilleur fonds au monde, mais si ton comportement n'est pas là, tu n'auras pas de bons résultats. Il y a une étude qui a été faite par Fidelity aux États-Unis, une grande firme de gestion d'actifs, puis ils ont analysé des milliers de comptes de leurs clients, puis ils se sont rendus compte, ils voulaient savoir lesquels avaient le meilleur rendement, puis ils se sont rendus compte que les gens qui avaient le meilleur rendement, c'est ceux qui avaient oublié qu'il y avait un compte chez Fidelity. OK, donc, tu sais, ils avaient ouvert ça, il y avait un retour d'impôt, je sais pas quoi, ils ont mis ça, ils ont juste pu penser, mais c'est eux les gagnants, là. Donc, ça nous dit tout ce qu'on a besoin de savoir, tu sais, sur le temps qu'on doit accorder à nos placements, dans le fond. Merci, Nicolas, d'avoir été là. Ben, merci, Florence. Où est-ce qu'on peut te suivre, rester au courant de ce que tu fais, de ce que tu écris? Dans la presse, c'est l'argent et le bonheur le dimanche dans la section affaires. Puis les gens, s'ils vont sur lapresse.ca, voir mes textes le dimanche, il y a une petite boîte, on peut inscrire pour l'infolette. Donc, le texte va être envoyé le lundi dans la boîte de réception. Puis mes livres, sont à la bibliothèque. Donc, vous pouvez acheter... Ah oui, tu es un adepte des bibliothèques, je sais ça. Je suis un grand fan. Oui, je trouve qu'on devrait tous avoir notre carte de bibliothèque très usée et utilisée. Le temple de la gratuité. Voilà. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires. C'était Florence Larochelle pour Urbania. Retrouvez-nous la semaine prochaine. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.